moi, honnêtement, moi, je suis carré dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai vraiment, je suis un peu côté ingénieur. Il faut une structure, il faut un plan. Mon spectacle, je l'ai jamais écrit. Mon spectacle n'a jamais été écrit de A à Z. C'est un métier très difficile parce que tu peux passer de l'euphorie à la déception. Faut être très solide. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 12 de Comment faire kiffer les gens. Aujourd'hui, j'accueille Wari Nishen, un humoriste talentueux, multicasquette, mais surtout multilingue. Il joue ses spectacles en plusieurs langues. Il a travaillé à l'étranger avant de devenir comédien et il va nous expliquer tout ça un petit peu aujourd'hui. Son parcours, comment il s'est construit, toutes ces facettes. Ça va Wari, je suis très heureux de t'accueillir. Il fait froid en ce moment, mais comme on a dit, mais là on est au chaud. Hello Morgan, déjà d'abord merci beaucoup pour cette invitation et ce joli podcast. Écoute, ouais, il fait très très froid, on est à Paris et il fait bizarrement voilà, froid. C'est pas le froid du Canada, mais c'est un froid qui te surprend, donc je suis bien au chaud à la maison et c'est cool. Ah, yes, parce que tu nous parles de Canada, donc explique-nous qui tu es. Du coup, là, tu habites à Paris aujourd'hui, tu as habité à Genève, tu as habité à Londres, tu as habité à Montréal, mais tu n'étais pas humoriste avant, tu n'es pas né, tu n'es pas sorti, boum, comme ça, à la maternité humoriste, il est devenu, ou comédien, si on prend ce terme. Vas-y, explique-nous un petit peu comment tu t'es construit, tes Mec, études. c'est une question très compliquée. Je sais jamais répondre à cette question parce que, et souvent, c'est même pas genre, sincèrement, quand on me dit, par exemple, à une époque, quand on me disait, tu es d'où, t'habites où, c'était toujours des questions très compliquées. Et donc, le plus simple que j'ai trouvé, c'était nomade parce que, voilà, j'ai eu la chance de bouger avec le travail et même avant le travail, j'ai tout le temps été en mouvement. Et je pense que le nomade, c'était un peu la nature voilà, qui était la plus simple pour expliquer un peu le parcours. J'ai toujours gardé un lien, par contre, avec Paris. Ça a toujours été un peu le point où je revenais, parce que c'est là où ça se passait, que ce soit au travail avant ou même maintenant avec le stand-up et l'humour. Ouais, ça a commencé. En fait, l'envie a toujours été là, mais j'ai pas fait. J'ai pas basculé vers le monde du spectacle au début. J'ai fait un peu une carrière, on va dire, traditionnelle avec études, travail, vraiment travail longtemps, quoi. Pas juste genre deux trois Et tu ans. faisais quoi, du coup? J'étais dans les télécoms, j'ai toujours été attiré par les réseaux, les télécoms, les antennes, donc j'ai travaillé dans ce secteur-là. Et j'aimais et j'aime toujours ce secteur-là. Enfin, moi, je suis pas un peu le cas où souvent on entend ouais, j'en avais marre, je faisais un burn-out et j'ai dit, vas-y, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, c'est vraiment, j'aimais le travail, mais j'aimais aussi l'idée de tester le monde du spectacle. Et je me suis dit, voilà, je me donne un an pour faire ce test-là et de pas rester sur une envie de, ah, j'aurais aimé le faire à 100%, j'aurais aimé voir ce que ça allait donner. Et du coup, je me suis lancé pendant un an vers projet artistique. Et, euh, et après, euh, et après, je suis revenu dans les télécoms. Je faisais l'aller-retour comme ça jusqu'au moment où je pouvais plus faire les deux. Et donc là, je suis à 100% sur le spectacle, mais j'ai toujours gardé de très très bons liens avec les télécoms. Et quand j'ai l'occasion de revenir, enfin, si demain j'ai l'occasion de revenir, je reviendrai. Et j'ai jamais eu ce truc de ah, j'en ai marre, j'en peux plus, j'aime pas ce métier, je Ok. suis un burn-out quoi. Et c'était combien de temps que tu as bossé, du coup, full-time? C'est une dizaine d'années, c'est ça, j'imagine? Ouais, ouais, je pense que c'est une dizaine d'années parce que j'ai fait un peu. En fait, au début, j'ai travaillé dans la recherche, donc Ouais. j'ai fait quelques années dans la recherche et après j'ai basculé vers l'industrie. Et moi, ça a toujours été comme. En fait, je pense que le lien, quand je revois un peu ma carrière dans les deux secteurs, ça a toujours été, je teste quelque chose,
Et après, ça bifurque vers autre chose qui est en lien avec ce que j'avais fait avant. Mais en gros, je suis jamais resté, par exemple, dans un secteur tout le temps, dans le même poste. J'ai toujours fait un poste, je fais 2, 3 ans et après, ça bascule vers autre chose. Et du coup, voilà, j'ai fait la recherche. Après, c'était la recherche liée à l'industrie. Après, je suis passé vers l'industrie. Après, c'était les télécoms. Après, c'était les projets à l'international avec un. En fait, moi, je travaillais sur les systèmes réseau T'es sans un fil. ingé, quoi. Ouais, ouais, ingénieur télécom. Ouais, t'es comme Et Karim Duval, quoi. je pense qu'on a eu pratiquement le même parcours. Lui, je pense qu'il était. C'est copie comique, mais dans les études, quoi. C'est C'est exactement. On a eu le même, même peut-être les mêmes postes, hein, parce que on en avait parlé une fois à Avignon, et il avait fait un spectacle où il y avait ses anciens collègues, et on retrouvait les mêmes dynamiques en fait. Ah, mais moi aussi ouais. j'avais un boss comme ça qui a travaillé sur ce secteur-là, et donc ouais, ouais, donc on a pratiquement le même. Après moi, la différence avec lui, c'est que je pense que lui, il a vraiment gardé un lien avec son ancienne boîte. Et comme il était à Lyon, il est resté à Lyon au début. Et alors que moi, en fait, c'était un peu partout. Donc, du coup, j'ai pas gardé de lien. Moi, j'avais pratiquement une double vie. C'est-à-dire que les gens des télécoms ne savaient pas ce que je faisais dans le monde du Le spectacle et soir. inversement. Donc, alors que lui, c'était voilà, annoncé. Et, tu sais, il disait à tout le monde. Moi, c'était un peu en double vie, quoi. Ok. Et là, tu nous parles du coup tout à l'heure de cette année de test. Ouais. Tu es où quand tu fais ça? Montréal, Londres, Paris ou autre, nomade? En fait, moi, quand j'ai fait la recherche la première fois que j'étais dans la recherche et Et tu commences développement, comment, tu vois? ouais, j'étais à Montréal et à Montréal, déjà, je commençais à avoir beaucoup de formations, de trucs comme ça autour du spectacle. Et du coup, c'est resté un peu dans ma tête. Et après, j'ai travaillé. En fait, le départ était, j'étais en mission au Mexique et il m'avait proposé un contrat pour rester au Mexique en expat qui était un contrat assez important avec des responsabilités. Et je savais à ce moment-là que soit j'optais pour ce contrat-là qui était intéressant, qui m'intéressait, mais je savais que ça allait partir sur un cycle de voilà, 5, 10 ans euh, dans ce domaine-là, ou fallait vraiment partir à ce moment-là et faire le test. Et comme j'avais le lien que j'avais gardé avec Montréal, j'ai dit tiens, ben, c'est peut-être le moment d'aller à Montréal et de tenter une petite formation artistique Ok. et du coup, je suis parti à ce moment-là et j'ai fait une formation de réalisateur cinéma. Ça, c'est le côté un peu ingénieur. C'est que avant de se lancer, il faut toujours garder un lien avec la formation, avec faire un parcours cadré pour ne pas juste aller comme ça et commencer à faire du stand-up dans un bar. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc plus cadré, donc réalisateur. C'était aussi un domaine qui m'intéressait. Et à côté, je vais pouvoir tenter enfin, le monde du stand-up, les open mic et voir un peu ce que ça donne. Donc c'était ça un peu le départ. Donc du Mexique, je suis revenu au Canada et je me suis installé là-bas pour un an. J'ai fait une formation de réal qui était sur un an et à côté, je faisais des scènes. Donc je faisais vraiment toutes les scènes que je pouvais faire. Et c'est là aussi le côté bilingue, c'est que Montréal, c'est une ville bilingue anglophone et francophone. Et pour augmenter mes chances de jouer, bah, je m'inscrivais dans les open mic en anglais et en français. Et le premier qui arrivait, bah, je le faisais. Donc c'était un peu une stratégie voilà, d'essayer d'ouvrir et de toquer à toutes les portes pour se donner le maximum de chances pour jouer, quoi. Trop bien. Et là, du coup, tu écris en français, en anglais depuis quelque temps avant ou c'est le moment où tu te dis, tiens, je vais y aller, ça y est, je vais écrire des blagues, je vais tester et on verra bien si ça prend. C'est quoi ton process un peu à l'époque pour t'insérer dans ce milieu, disons? Bah, à l'époque, tu sais, en général, tu commences par avoir une idée, tu as des blagues que tu as en tête, mais t'as jamais structuré. En fait, c'est des trucs. Déjà, enfin, moi, j'ai grandi dans un milieu où on se faisait beaucoup de vannes. C'était des vannes entre potes, enfin, au lycée, à l'université. Ça a toujours été tout le temps la vanne. Donc, déjà, il y avait, on va dire, ce côté-là de on fait des vannes. Mais de là à les mettre dans un sketch et aller les jouer dans un open mic, c'est autre chose. Mais du coup, il y avait toujours ces idées de vannes, de sketch
Et après, c'est de se dire, bon, à un moment donné, il faut que je m'inscrive et que je le fasse. Et moi, il y avait un open mic qui était un peu bizarre parce que c'était un gars qui faisait genre un spectacle avec trois, on va dire, nouveaux. Et il y avait une sorte de prime à la fin. Genre, le public choisit et le jury choisit et tu as un gagnant. Donc, du coup, il y avait comme un mini concours. Et donc, ça, c'était un peu le début où j'ai écrit un sketch. Je me suis dit, vas-y, je vais le faire là-bas. Et il y avait une petite arnaque dans ce truc que j'ai vu plus tard, c'est qu'ils te demandaient d'acheter des billets toi-même et de les revendre après pour Ouais. ramener du public. Et en gros, et après, tu gagnais, genre, je sais plus, à l'époque, c'était quoi, $200 canadiens. Et donc, moi, j'avais acheté beaucoup de billets, parce que c'était ça, pour pouvoir jouer. Et après, tu essaies de les vendre à tes potes, à des gens que tu as croisés dans la formation, des voisins, des trucs comme ça. Et donc, le jour J arrive et on joue. Et donc, on est trois, voilà, débutants, on fait nos sketchs, bon, on est là, approximatif et tout. Et là, il y a un quatrième, le jury dit, ouais, on a un quatrième candidat qui s'est inscrit dernière minute et tout. Et le mec arrive, et le mec, il déboîte tout, tu vois. Il arrive, il est là. Mais non, c'est qui ce mec? C'est un débutant, lui. Et tellement il déboîte tout, tu vois. Donc, il gagne, bien sûr. Et il fait un truc bizarre, c'est qu'il vient voir tous les débutants, et il nous donne un peu de thunes, tu vois. Il gagne les 200 balles, et il nous donne un peu de thunes. Je suis, putain, mais c'est bizarre, le mec, il gagne, et tu sais, quand même, il partage. Et après, j'ai appris, parce que c'est une sorte d'entourloupe, et en gros, c'est un gars qui faisait du stand-up depuis un moment. C'est vraiment, je sais pas si tu as vu le film de Wesley Snipes, tu sais, Les Blancs ne savent pas Non, sauter. C'est un film non, où tu as un malheureusement. blanc, et tu as Wesley Snipes, c'est un Renoir qui joue au basket, et il choisit, tu vois, un petit blanc, genre dans la foule, genre tout le monde dirait, il sait pas jouer, et c'est un gars qui, tu sais, qui les éclate, et c'est comme ça qu'ils gagnent leur pari, tu vois. C'est vraiment un peu c'était un peu cette ambiance. C'est que le mec, il est arrivé, taf, il gagne le concours. Bon, bref. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, après, il y avait beaucoup de concours, beaucoup de open mic pour débutants. Et c'est très compliqué. Moi, je me rappelle, c'était très difficile d'avoir du temps de jeu. En plus, à l'époque, il n'y a pas autant de comédie clubs qu'aujourd'hui. Tu dis à l'époque, c'est 2010, 12, c'est ça? Non? Ouais, 2000, Ou... ouais, 2012, 2013, ouais, 2012. Ma première scène, je crois que c'est en avril 2012, ouais. Ok, t'as quoi? T'as une trentaine d'années, à peu près? Un peu Ouais, moins? j'ai 29 ans. Tu vois, je commence. Enfin, dans le milieu du stand-up aujourd'hui, commencer à 29 ans, c'est pratiquement, tu sais, ta carrière, elle se termine à 29 ans, c'est même pas, tu commences. Mais Ouais. en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis surtout, tu as beaucoup de comiques qui sont un peu plus âgés. La moyenne d'âge, elle est beaucoup plus élevée qu'en France. Et du coup, c'est une autre approche aussi dans tout. C'est-à-dire que, un peu comme Karim, peut-être, il avait ce côté-là, c'est que quand tu commences un changement de carrière à cet âge-là, en fait, t'as pas les mêmes, enfin, tu t'as pas la même approche. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux plus accepter à cet âge-là, surtout quand tu as travaillé, tu as un certain standard. C'est-à-dire que tu peux plus, si on te propose d'aller, je sais pas, dormir tu sais, dans une auberge ou machin, en fait, c'est pas la même chose. Quand tu as 18 ans, tu t'en fous, tu y vas, tu joues. Et quand tu as voilà, 30 ans, en fait, tu es plus dans ouais, non, je vais bien choisir ce que je vais faire. Je peux plus Optimiser un accepter peu, ouais. certaines. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un avantage aussi d'un autre côté parce que tu sais, tu as déjà gagné un peu d'argent, donc tu peux te permettre certains. En fait, tu tombes pas dans la facilité. C'est-à-dire que moi, par exemple, Hmm. quand j'avais les télécoms à côté, je pouvais travailler en freelance. Donc, je pouvais choisir mes missions, je pouvais choisir aussi mes spectacles. Et je n'étais pas, ah, tiens, tu fais animateur ici pour 100 balles, ou tu vois. Et donc, si j'aimais pas, si je voulais pas le show, ben, je le faisais pas. J'avais pas cette obligation de faire tout juste pour tu vois, pour gagner sa vie. En tout cas, à ce moment-là, j'avais pas ça, tu vois. Ok. Donc, c'est un Là, avantage. tu disais que tu continuais à faire freelance à côté, à Montréal, c'est ça? Ou tu faisais de la réal, justement, parce que tu avais Non, fait ta formation? ouais, Pour à gagner de Montréal, l'argent, je parle là, du coup. ouais, ouais, à Montréal, pendant l'année là de coupure, c'était vraiment que réal, et du coup, je faisais des gigs de réal, ça qu'on faisait des piges tu sais, d'assistants producteurs. Après, c'était aussi des boulots parfois. Parce qu'en fait, quand tu arrives à Montréal aussi, c'est une sorte d'immigration. En fait, tu arrives, tu es
es un immigrant, comme ils disent, t'as pas tous les codes, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Tu peux pas travailler dans ton domaine. Il y a Mhm. plein de, même, faut faire partie de l'ordre des ingénieurs parfois. Enfin, il y a plein de trucs que tu peux pas faire facilement. Et aussi, quand tu es dans un milieu artistique, bah, tu as tendance à vouloir privilégier ça et essayer d'avoir des connexions. Donc, tu commences à faire, tu vois, assistant caméraman sur un projet. J'ai donné des cours aussi à côté. J'étais vraiment dans une démarche de, OK, ben, pendant un an, je vais tout tester et voir ce que ça donne. Et après, quand j'ai commencé, quand j'ai eu mon diplôme de réal et j'ai commencé à travailler un peu, bah, c'est là où j'ai commencé justement à revenir un peu vers les télécoms parce que j'avais des contacts et que je pouvais faire des missions. Mais en gros, enfin, moi, ma vie, ça a toujours été plusieurs choses en même temps. Tu vois, c'est pour ça que c'est parfois un peu compliqué à suivre. Je Mais il fait comprends, je quoi? comprends. Tu vois, Moi, c'est un peu pareil. voilà, en fait, tu as plusieurs cordes et du coup, parfois, bah, il y a des trucs qui se débloquent. C'est un avantage et un inconvénient parce que c'est un avantage parce que ça te donne plusieurs pistes. C'est un inconvénient parce que parfois, il y a des gens qui comprennent pas ça. Ils disent, ouais, mais toi, t'es quoi? En fait, on n'arrive pas à te cerner. Et du coup, quand t'as pas un CV qui est clair, j'ai fait 15 ans dans ce secteur et j'ai fait que ça. Tu vois, les gens ils sont là, ouais, mais tu te cherches. Non, en fait, c'est pas que je me cherche. Voilà, Moi, j'aime bien comme ça. Ouais, ouais, mais Ouais. les anglo-saxons, ils ont plus de facilité à accepter ce parcours-là Mm. qu'en France. En France, c'est pour ça que je te disais, à un moment donné, j'avais caché, et c'était deux mondes différents, parce que je ne pouvais pas dire, ah, j'ai fait une année de stand-up ou une année de réal, et maintenant je veux revenir au télécom. Ils disaient, mais non, non, mais en fait, c'est pas normal, pourquoi tu fais ça? Alors qu'aux États-Unis ou au Canada, c'est un peu plus dans leur esprit. Ils disaient, ok, bah, tu as testé un nouveau truc, tu vois, c'est pour ça aussi que parfois, c'est pas aussi évident à écrire tu sais, sur son CV. T'as fait quoi? Enfin, du coup, tu requalifies. Je sais pas si t'as eu ça, toi, mais où tu requalifies certaines choses différemment. C'est-à-dire, par exemple, tous les projets que j'avais fait en télécom, tu mets chef de projet et tu restes très très vague. Tu Ouais, vois? ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Là, j'ai refait pas mal de choses sur mon CV, si tu veux, ces derniers temps, là. Et c'est vrai que quand tu as un parcours de créatif, entrepreneur, qui crée des boîtes, qui crée des choses, là, le podcast, j'ai des projets à côté, tout ça, parce que Ouais, c'est ce que j'aime, tu vois. ouais, Bah, ouais. toi-même, tu arrives à trouver le fil, tu vois. Moi, mon fil, c'est justement, c'est faire kiffer les gens, ce monde du divertissement. Mais ça passe d'un sujet à l'autre. Et pour des personnes qui sont parfois, ouais, assez, on va dire, standard Ouais. dans leur approche, bah, c'est dur à comprendre, tu vois, c'est difficile. J'aime pas être mis dans une case et j'ai l'impression que toi c'est pareil, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais même, on n'a pas besoin. C'est-à-dire que, Ouais, après, on n'a nous, pas on besoin. arrive. Moi, je suis d'une génération qui arrive justement à cette différence. C'est qu'avant, il y avait le parcours école, usine ou carrière dans un milieu, tu faisais toute ta vie là. Et après, nous, on était un peu la première génération où il y avait beaucoup de changements. Et du coup, le système n'était pas adapté. C'est-à-dire que même le système, on va dire le système tu vois, les impôts, la retraite, les gens, ils sont là, ah, mais tu fais quoi? T'es où? C'était pas adapté. Avant, tout le monde faisait un métier pendant plusieurs années, c'était simple. Alors que maintenant, tu dis Mhm. non, non, j'ai fait un an au Canada, 2 ans à Londres, après je suis revenu, après. C'est-à-dire que même ta retraite, moi par exemple, je sais que ma retraite, elle va jamais. C'est-à-dire que c'est impossible parce qu'il y a trop de coupures. En fait, il n'y a pas de lien clair pour qu'ils disent, ok, bah tu as cotisé tant d'années. Et Ouais, il du faut se la coup, dans, construire soi-même aujourd'hui, quoi. ouais, ouais, et dans tout, c'était comme ça. C'est-à-dire que quand tu recherches du travail, ou par exemple, ils sont là, ouais, mais t'as fait quoi? T'étais où? C'est quoi ton poste? Donc, mais après, maintenant, on a appris à contourner tout ça. C'est pour ça que je te dis, parfois, tu requalifies certaines choses en gestion de projet, ou tu parles de plus de gestion d'équipe, sans aller trop dans le détail, et tu t'en sors comme ça. Mais ouais, il fallait réapprendre à écrire tout ça, quoi. Yes. Si on passe du coup à la suite, donc là on parle du coup de tout ton profil, quand est-ce que ça shift vraiment et que tu te mets dans le monde, si tu veux, de l'humour, ou en tout cas, j'ai vu que tu faisais pas mal de choses, donc tu écris aussi, bien Ouais. sûr, tu as fait de la chronique radio, tu as fait pas mal de choses. C'est à partir de quand que tu es full-time dans ces corps de métier-là, tu vois. Donc, tu arrêtes les télécoms, enfin, peut-être pas totalement, mais en tout cas, Ouais, c'est ouais. une partie infime de ta vie. Il y a
voilà. Pardon, je me suis embrouillé à la fin, mais c'est ça la question. Non, 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 ouais, C'est à en partir fait, de quand? après Montréal, tu sais, je commence à avoir, parce que parfois le truc, c'est que aussi, tu as des offres qui arrivent dans le monde des télécoms. Tu as des offres qui arrivent et bon, après, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Et c'est aussi ce qui a inspiré un peu un des sketchs que j'avais fait sur LinkedIn où je disais, à un moment donné, en fait, j'allais vraiment au fond de l'entretien parce que je me suis rendu compte que je disais non au début. Après, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, vas-y. Mais au lieu de dire non, demande des choses incroyables. Et du coup, j'ai eu une offre à un moment donné et c'est tombé au même moment où je me sentais un peu limité au Canada parce que j'avais pas toutes les références culturelles pour faire du stand-up québécois. C'est-à-dire que je faisais que des trucs sur les étrangers, sur les immigrants et j'avais fait un peu le tour. Et donc j'avais une offre pour revenir à Londres, travailler dans les télécoms. Et je me suis dit, tiens, ça va me rapprocher un peu de l'Europe. Je pourrais tester Paris, voir un peu ce que ça donne. Je suis à côté, à Londres. En plus, j'avais un travail. Dans ce travail-là, il y avait beaucoup plus de liberté à l'époque. Donc, il n'y avait pas de bureau. Tu travaillais de chez toi. C'est un peu en indépendant. Tu choisissais tes heures et tout. Donc, je dis, tiens, ça tombe bien. Je vais avoir le télécom que j'aime bien avec beaucoup de flexibilité et je vais pouvoir tester l'Europe, donc l'Angleterre et la France. Donc c'est là où je reviens, je commence à faire les deux jusqu'au point où en gros là où j'ai arrêté, c'était quand la tournée du Jamel Comedy Club a commencé et on commençait à faire pas mal de dates en tournée et il fallait voilà pratiquement être absent tout le temps et je pouvais pas faire les deux. Donc là j'ai arrêté Attends, les télécoms. parce que là, tu Ouais, étais à Londres, tu venais à Paris pour le Jamel que tu as intégré, c'est ça? ouais. Et du coup, tu as commencé avec la troupe du Jamel à tourner, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. En fait, Ok, d'accord. quand je faisais ce qu'ils appellent, tu sais, la Deb Jam parce qu'avant, maintenant peut-être ça a changé, mais avant pour faire la troupe du Jamel Comedy Club et l'émission, il fallait faire toute une année de plusieurs séances de concours. Il y avait une sorte de demi-finale, quart de finale, finale. Et après, ils choisissaient 8 qui faisaient l'émission à la fin de l'année. Donc là, tu enregistré au mois de mai, que c'est diffusé donc septembre sur Canal+. Et du coup, il y avait comme un parcours. Donc, tu faisais toutes tu sais, les séances de la Deb Jam les mardis. Tu préparais ton spectacle, ton passage. Et après, les gens voyaient. Et à un moment donné, ils disent, ouais, tu vas le faire. Et du coup, pendant tout ce parcours-là, moi, j'étais à Londres. Donc, je faisais des allers-retours. Et je venais, je jouais à Paris. Et après, quand j'ai fait l'émission, donc tu fais derrière la tournée. Et donc, je commençais à faire la tournée. Et après, voilà, je pouvais pas m'absenter. Parce qu'au début, je m'absentais, mais comme je travaillais pas au bureau, donc tu vois, je gérais moi-même. Mais après ça, c'était pas possible, donc j'ai arrêté. Et on Et te payait là, pour jouer à Paris au début ou c'est toi avec ton argent perso qui te déplaçait et qui ah ouais, payait non, tes frais? argent, ouais, perso, tout perso. Ouais, c'était de l'investissement là. Ouais, 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 c'est de l'investissement. Après, tout était compliqué, tu sais, ça n'a jamais été facile. Parce que tu arrives, en plus, moi, je suis arrivé du Canada, donc il y avait d'autres codes à Paris. Les gens te connaissent pas. Donc, au début, tu essaies de faire tu sais, des connexions avec d'autres humoristes. Tu joues dans des plateaux. Il n'y avait pas beaucoup de plateaux. Il y avait le Paname, c'était le seul endroit où ça se jouait. Et là-bas, à l'époque, il y avait un gars qui bloquait un peu l'entrée. Après, ça s'est débloqué j'ai joué donc là-bas et dans d'autres clubs. Mais en gros, c'est toujours comme ça. Tu as toujours beaucoup de difficultés à avoir accès à quelque chose. Et un jour, il y a quelque chose qui se passe et il y a un déclic et en fait, les gens commencent à t'inviter et après, tu es invité partout. Donc, en fait, c'est Et toujours comme ça. Donc, et c'était quoi ce déclic? bah, ce déclic, c'est tu commences à être vu par d'autres humoristes qui disent ah lui on l'a vu, ça se passe bien. Tu commences à avoir des propositions pour faire des émissions et du coup en fait c'est ça qui fait que tu deviens un peu un produit intéressant. Donc ils disent ah on aimerait bien avoir lui parce que apparemment c'est la tendance et c'est comme ça en fait que tu bascules et après tout le monde veut et tout le monde. Après, tu crées aussi des connexions, tu commences à connaître des gens, vous jouez au même endroit, il y en a qui ont des plateaux, ils t'invitent. Et en gros, voilà, ça prend un peu de temps et après, la mécanique voilà, se met en place et t'es invité. Après, tu commences à faire tes émissions et c'est là, tu as plus de gens qui te suivent.
enfin, t'as le spectacle. En fait, ça s'enchaîne, mais c'est toujours un travail de validation par les producteurs, les programmateurs, le public, les réseaux. Enfin, il y a toujours, t'es toujours en quête de quelque chose, quoi. Ça s'arrête jamais. Encore aujourd'hui? Bien sûr, encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène des réseaux, il y a ce phénomène des, euh, plus de possibilités. Et du coup voilà, t'as toujours, c'est un peu plus difficile aujourd'hui de se démarquer qu'avant. Quand il y a un seul comédie club, bah, voilà, c'est difficile d'entrer, mais une fois que t'es rentré, ça va. Mais maintenant, en fait, surtout à Paris, il y a tellement une offre incroyable, beaucoup de spectacles. C'est-à-dire que pour se démarquer, voilà, faut faire les réseaux pareil, il y a un algorithme, faut l'alimenter. En fait, il y a toujours une époque où tu as une difficulté, il faut s'adapter. Tu es toujours en adaptation. C'est pas une recette et tu l'appliques et c'est applicable tout le temps, quoi. C'est une fois que tu as trouvé la solution, bah, il y a un changement, il faut réadapter. Il y a un nouveau truc qui est tendance, il faut suivre un nouveau réseau qui vient d'ouvrir. Tu vois, il y a une nouvelle difficulté, il y a un Covid, il y a machin. Enfin, il y a toujours eu quelque chose et il faut être tout le temps à alerte, quoi. Ouais, c'est les gens adaptables qui arrivent le mieux au final à se sortir, Ouais, on et va dire, après, ça du dépend ce que bourbier, tu quoi. recherches aussi, tu vois, ça dépend quel est ton degré de liberté aussi, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Tu vois, parce que parfois, il faut aussi avoir conscience de si tu as envie une certaine liberté, si tu as envie de bouger comme tu veux, de jouer où tu veux, à la fréquence que tu veux, de gérer toi-même tu sais, ta programmation, ton budget, tout ça, ben, ça vient avec aussi des contraintes et aussi enfin, tu sais, c'est un équilibre à trouver. Te dire, par exemple, je vais être indépendant, ben, je gère tout seul. Ben, voilà, t'as la difficulté d'un entrepreneur qui doit contacter, qui doit faire, tu vois, toute la paperasse. Mais aussi, tu as la liberté de dire, ben, j'ai pas envie de jouer pendant un mois, ben, je joue pas. J'ai pas un producteur qui me dit, non, tu as signé, tu dois jouer ici, tu dois aller à je sais pas où. Tu vois, tu as vraiment Ça, cette c'est ton cas, liberté. ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu as Et décidé de ne pas avoir d'agent, de manager, de producteur, tout ça, si je comprends bien. bah, c'est pas que j'ai décidé, mais eux aussi, ils ont décidé de pas me contacter. C'est vraiment, c'est vraiment, On un passe une annonce à tous les producteurs, tous les managers, non, j'ai s'ils eu, nous écoutent. ouais, ouais, j'ai eu des contacts, mais après, moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé tard, donc du coup, tu connais plein de choses, je sais faire plein de choses, du coup, je suis pas impressionné par un producteur qui te dit, viens, je te mets une affiche et voilà. Enfin, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, comme beaucoup d'artistes, hein, je suis pas le seul, on a une certaine maturité par rapport au milieu, parce qu'on a commencé il y a longtemps, et du coup, on sait comment ça fonctionne. Et c'est plus comme avant de dire tiens, je te donne 10 balles et vas-y, tu vas jouer, t'es content. Enfin, on sait comment ça, en produire une date, on peut le faire tout seul. Du coup, tu as besoin d'un partenaire plus qu'un producteur à l'ancienne. Et ça, c'est un peu plus difficile à trouver. Il faut que lui aussi trouve son compte. Enfin, c'est pas facile. Et du coup, c'est-à-dire que j'ai eu des propositions que j'ai refusées et j'ai pas eu les propositions pour aller avec quelqu'un, tu vois. Donc, c'est entre les deux. Et du coup, voilà, tu gères tes choses tout seul. Ça, c'est côté positif, ça, c'est côté négatif. Mais pour l'instant, je suis bien comme ça. Mais je suis pas fermé à demain une autre collaboration avec quelqu'un si ça se fait, quoi. Yes. On pourra revenir là-dessus. Moi, là où j'ai envie de repartir, c'est donc tu nous disais que tu étais à Londres, tu viens pour le Jamel Comedy Club à Paris. Ouais, Et là, il y a un shift, non? Il y a le moment où tu viens full-time dans le milieu ouais, de la comédie, de l'humour, c'est ça? ouais, ouais. 2015, 16, par là? Ouais, par là, c'est 2015-16. Je crois que c'est la sortie de la première saison de Jamel, ouais, c'est la 2016, je crois. Et du coup, derrière, il y a le spectacle. Donc, je fais mon spectacle, je commence à jouer. Et après, je repars aussi. En fait, j'ai gardé un lien avec le voyage. Donc, du coup, Canada, je revenais souvent l'été. Comme il y avait le festival Juste pour rire, c'est toujours. J'aimais bien revenir là-bas. Même des fois l'hiver, aller jouer dans les comédie clubs là-bas. Il y avait New York aussi, ce qui m'intéressait. Donc, je suis allé là-bas aussi. J'ai joué un peu. Après, tu sais, Attends.
Parce que ça veut dire, là, tu as écrit ton spectacle déjà en plusieurs langues, parce que tu m'as dit il y a quelques minutes, là, j'ai écrit mon spectacle. Et ensuite, j'allais le jouer, enfin, je commençais à vraiment le jouer. Donc là, t'es full-time dans le milieu, tu fais plus de télécom, Ouais, tu es rémunéré pour tes prestats, pour ta comédie. ouais. Tu fais des choses à côté aussi. J'avais vu que tu faisais un peu de radio ou ce genre de choses. C'était à cette époque-là. Et après, Après, on tu sais, revient sur New York et tout, mais du ouais, coup, ouais, ouais. ça y est, La, là, ra- t'es dans le milieu, quoi. la radio, je crois que la radio, c'est plus tard. Après, il y a la radio Rire et Chanson où tu as des sketchs qui passent. Mais la radio, la chronique Nova, c'est pendant Covid. Ok. Mais avant là, ouais, je joue mon spectacle. Alors moi, j'ai pas écrit mon spectacle en français, en anglais. C'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, moi, mon spectacle, Ça m'intéresse. ça a été en français. Après, je jouais en anglais parce que la dynamique, elle est pas pareille. En anglais, déjà, ils font pas comme en France où tu fais un spectacle et tu le joues quelque part dans ton théâtre, tu le rodes, machin. C'est pas comme ça en fait. En anglais, enfin en tout cas aux États-Unis et même au Canada, tu prépares un passage de 7 minutes par exemple. Donc tu fais ton passage. Donc ça, tu le fais. Une fois que ça c'est rodé, c'est calé, tu commences à faire genre 15 minutes. Après, tu commences à faire 30 minutes. Et après, tu arrives à 45 minutes. Et après, tu fais ton 1 heure. Mais pour arriver à 1 heure, tu passes beaucoup plus de temps à rôder des petits passages de 5 à 7 minutes. Alors qu'en France, par exemple, l'approche était différente. L'approche, c'est que tu as un spectacle, c'est ce qu'on appelle souvent un seul en scène ou un one man, et que tu as parfois écrit avant même de tester. Et du coup, il y a cette culture où tu vas à Avignon, tu testes pendant un mois un nouveau spectacle et tu vois, tu corriges et au bout d'un moment, il devient assez mûr pour le jouer un peu partout. Et du coup, tu as beaucoup de spectacles, on va dire, qui sont pas prêts, mais c'est comme ça en fait. Ils prennent un petit théâtre et ils le rodent et machin. Du coup, tu n'écris pas comme ça 1 heure en anglais. En fait, c'est pas la même approche. Et du coup, en anglais, j'avais mon passage. Donc, j'écrivais mon 7 minutes. En plus, l'autre difficulté qu'il y a, c'est que par exemple, si tu écris un 7 minutes qui marche, par exemple, au Canada, bah, il va pas forcément marcher à New York ou à Hmm. Paris, même si c'est en anglais. C'est-à-dire que, au-delà de la langue, tu as aussi la culture, les La culture, références. ouais. Et du coup, tu as ça aussi. Donc, quand tu voyages, tu me dis, ah tiens, bah, ça fonctionne pas, il faudrait que je le corrige. Ah, ça, par contre, ça fonctionne. Et du coup, tu écris un peu différemment. Tu dis, OK, j'aimerais écrire quelque chose qui va toucher, que je vais pas devoir modifier parce que ça touche tout le monde. Et je vais avoir une partie qui va toucher que Paris, que Montréal, que New York, tu vois. Donc, ça aussi, c'est un apprentissage. Donc, ça prend des années à dire, ah, tiens, bah, ça fonctionne pas, ça, je le corrige. Euh, et du coup, donc, parfois, tu as un 7 minutes qui va parler d'un même thème, on va dire peut-être le voyage, mais c'est pas le même 7 minutes en fonction où tu es et avec qui tu es et comment, dans quel type de soirée tu vas le jouer. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été, même maintenant, j'ai pas un spectacle dans chaque langue, c'est pas comme ça que ça marche. En espagnol, par exemple, je joue en espagnol, mais déjà mon niveau d'espagnol il est beaucoup plus faible par rapport français ou arabe ou anglais. Donc du coup, je vais pas jouer la même chose, je suis pas à l'aise. Du coup, je vais jouer sur d'autres trucs, sur la traduction, sur mon apprentissage, et du coup, tu vois, ça, t'as toujours, il faut se dire dans quelle langue tu parles, à qui tu parles, qu'est-ce qu'ils ont comme référence et qu'est-ce que tu peux faire? Parce que moi, je peux pas venir dans une langue que je maîtrise pas et commencer à parler politique. Ouais, vous avez vu le, enfin, c'est pas normal. Tu vois, il faut un contexte. Et du coup, c'est pas. Parfois, on me dit ouais, mais comment tu fais? Est-ce que tu traduis des blagues? Pas forcément. Il y a des blagues qui se traduisent, mais il y a d'autres que tu peux pas traduire parce que Hmm. t'as pas. En fait, on va pas te croire si tu arrives et tu parles comme si de rien n'était. Moi, je suis pas arrivé aux États-Unis et dire ouais, vous savez Trump, blablabla. Enfin, t'es qui? Tu vois, faut que tu t'expliques c'est quoi ton parcours. Ou c'est quoi ta blague? Enfin, il faut qu'il y ait un lien entre ta façon de parler, qui tu es, où tu es, et pourquoi tu es là, et pourquoi tu nous parles de ça, tu vois? Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. T'as pris des cours de théâtre ou t'as justement fait toi tout seul dans les open mic et tout ça? J'ai pas fait de cours de théâtre. En fait, j'avais fait l'école nationale de l'humour à Montréal. Alors cette école, c'est une école qui est ce que tu fais par exemple pendant 3 ans ou 2 ans, je sais plus. Mais moi, j'ai pas fait ça.
eux, ils avaient des cours du soir, c'est-à-dire qu'ils avaient des cours, c'était genre écrire un numéro ou jouer un numéro. Et en gros, pendant quelques semaines, tu écrivais un passage et tu le jouais à la fin devant un public. Et du coup, pendant les quelques semaines, tu avais une sorte de prof qui te disait, ah tiens, bah, vas-y, développe un peu plus ce côté-là. Ah, ça, c'est déjà vu. Ou ça, tu vois, c'est pas très intéressant. Et du coup, ça, ouais, c'était un cours que j'avais fait et qui était très intéressant à faire. Mais j'ai pas fait de formation théâtrale. J'aurais aimé faire une formation, si ça m'intéresse, le théâtre. Mais j'ai fait beaucoup d'improvisation. C'est que je faisais à Montréal, dans une troupe d'impro, on faisait des spectacles pratiquement toutes les semaines. Et c'était ça aussi un peu la formation. C'est parce que l'improvisation, tu apprends pas mal de choses. Euh, donc ouais, donc en fait il y avait, comme je te disais tout à l'heure, c'est toujours comme un poulpe, tu as plus, Plusieurs bras, plusieurs plusieurs feux bras en en même même temps. temps qui touchent comme ça. Et c'est aussi la difficulté de jouer, c'est quand t'as peu de stage time, tu vois, bah, tu vires vers autre chose où tu peux jouer. Donc tu vas vers l'impro, tu dis, ah tiens, je peux jouer l'impro, bah vas-y, je vais faire l'impro. Ah tiens, il y a ça. En fait, c'est ça aussi, c'est que tu es en train de tester toutes les portes. Et là, on t'accepte, tu joues. Et c'est comme ça aussi que tu fais ton petit chemin. Et après, un jour, tu arrives à regrouper tout ça et l'utiliser dans ton spectacle. Très cool. J'ai une question, moi, c'est à partir de quand que tu en vis correctement? Bah, le truc, c'est que ouais, quand tu deviens intermittent déjà, ça veut dire que tu as assez de cachets réguliers. Donc, moi, j'ai pas tout de suite été intermittent. Comme je voyageais beaucoup, que j'étais un peu pas tout le temps à Paris, j'avais une structure, donc je faisais, tu sais, j'étais en indépendant. Et c'est le Covid a fait que, tu vois, on ne pouvait plus jouer. Mais comme j'étais pas intermittent, j'avais pas les aides, tu vois, Hmm. donc les gens n'avaient pas, enfin en tout cas l'administration n'avait pas une référence pour dire bah toi tu étais intermittent et du coup maintenant tu vas pendant 2 ans, je sais pas quoi, recevoir. Et c'est là où j'ai vu un peu la limite dans ce contexte-là, hein, c'est-à-dire quand il y a une interdiction de jouer, donc tu peux pas jouer et t'as pas d'aide. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des cachets. Et c'est là où j'ai eu la radio. J'ai eu la chance d'avoir la radio à ce moment-là. Donc, j'avais des cachets de radio. Et avec d'autres cachets que j'ai eus, donc je suis devenu intermittent. Mais en gros, avant, c'était que les contrats que je. En fait, tu es comme un indépendant qui est, je sais pas, ingénieur télécom, tu vois, ça dépend des contrats que tu vas avoir. Parfois, tu as un gros contrat, parfois, tu n'as rien pendant 2 mois. Mais sur l'année, en général, si tu arrives à bosser, tu te débrouilles et en fait, tu vis décemment. Mais Et, et tu démarches un peu ou c'est que de l'entrant, c'est que des gens qui te contactent? alors, Ou est-ce que tu as une démarche un peu de... Parce que Karim me disait dans le podcast qu'il a fait, là, qu'au début, pour jouer, tu sais, il appelait toutes les mairies pour mais proposer ça, son c'est Karim, ça. spectacle. Lui, il est, tu sais, je t'ai dit, Karim, c'est pas comme moi. Moi, Karim, Et justement, c'est la différence qui est intéressante, voir un peu mais chacun Karim, comment il fait. c'est vraiment l'élève studieux. Ah, mais oui, Karim, il est trop studio. Ouais. Ah non, mais Karim, par exemple, là, il rôde un nouveau spectacle, il a écrit, tu vois ses photos, il a son titre, il bloque un petit théâtre à Lyon, il le joue régulièrement, il apprend son texte. On a joué une fois au Maroc et on avait écrit un truc genre dernière minute, et lui, il est venu avec sa petite feuille, avec avec les couleurs. Moi, c'est là que moi je parle ici, c'est vraiment le mec. Moi, je suis sûr, lui, il écrit ses blagues sur Excel. Tu vois, il a un tableau Excel, il écrit ses blagues sur Excel. Et après, il fait la somme des machins et tout. Non, lui, tu vois, il est très, très carré. Moi, honnêtement, je suis un peu. Moi, je suis carré dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai vraiment. Je suis un peu côté ingénieur. Il faut une structure, il faut un plan. J'arrive pas comme ça juste avant. J'ai toujours un état des lieux, machin et tout. Donc, ça, je l'ai. Mais je suis plus. Par exemple, mon spectacle, je l'ai jamais écrit. Mon spectacle n'a jamais été écrit de A à Z. Je fais toujours la même chose. En fait, c'est pas un truc. J'ai essayé de le faire, j'arrive pas. Ok. Moi, j'ai toujours un côté d'improvisation, un côté de. J'ai le plan en tête, mais je vais me donner la liberté de pouvoir changer en fonction. Tu vois? Donc, j'ai toujours une structure de base, mais j'ai pas genre. Tu sais, les spectacles. Et des spectacles, ils commencent toujours par la même chose, ils se terminent toujours pareil.
C'est toujours à la virgule près. Moi, d'ailleurs, au régisseur, je dis toujours, écoute, voilà, ça va être un peu comme ça. À un moment donné, je vais dire ça. À un moment donné, c'est ça. Mais je vais pas te dire à la 34e minute, je vais dire cette phrase-là et il faut que tu. Moi, c'est pas comme ça, tu vois. Donc, euh, donc ouais, donc tu vois, j'ai pas cette, on va dire, rigidité où il faut que tout soit calé. À la virgule près, quoi. C'est plus, un peu plus de liberté, mais il y a quand même une structure, il y a quand même un plan. C'est pas juste avant, parce que même l'improvisation, c'est pas improviser. J'arrive et je vais réfléchir à un truc. C'est pas comme ça en fait. L'improvisation, c'est vraiment un truc maîtrisé. Les matchs d'impro, il y a des codes, il y a des règles. Tu vois, quand tu connais un peu, tu vois que c'est vraiment, c'est un, c'est presque écrit. Tu vois, parce que c'est des systèmes mais il y a une partie d'improvisation qui est libre, mais il faut connaître les codes. Tu peux pas juste venir comme ça et tu n'as aucune idée de ce qui se passe, de comment ça se passe une impro, de qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi une comparée, c'est quoi, tu vois, comment faire une clôture, qu'est-ce qui est interdit, les blocages, tout ça. En fait, il y a quand même une structure, quoi. Ok. Et pour revenir à la question, désolé, mais tu te fais contacter majoritairement, tu Ouais, et démarches du du coup, coup? pardon, ouais. Non, non, mais pas de souci. Du coup, moi, honnêtement, je sollicite pas beaucoup, voire quasiment pas du tout. C'est un truc sur lequel il faudrait que je travaille parce que il faut solliciter dans ce milieu. Donc j'ai eu la chance d'avoir assez tu sais, de contacts entrants, des gens qui me sollicitent. Alors parfois, oui, pour les comédie clubs, tu vois. Par exemple, moi, ce que je fais par contre, c'est que si je vais quelque part pour X et Y, pour voyager ou pour quoi que ce soit, j'essaie de voir ce qui se passe dans la ville et je contacte les comédie clubs. Ça, je fais. Je dis voilà, j'arrive, je suis là pendant une semaine, est-ce qu'il y a moyen de jouer? Est-ce qu'il y a un programmer un spectacle? Donc ça, je fais. Mais par exemple, j'ai pas sollicité de producteur, j'ai pas sollicité de radio. La radio, c'est venu comme ça. Ils m'ont vu quelque part, ils m'ont contacté. La plupart des émissions que je fais, c'est pareil. Donc, mais mais j'ai pas fait tu sais, la démarche de je vais contacter toutes les mairies et je vais envoyer tu sais, un portfolio et dire voilà ce qu'il y a moyen de jouer. D'ailleurs, souvent, quand je le fais, c'est trop tard parce que moi, je les contacte, je dis ah, cette année, il y a moyen de jouer. Et souvent, c'est ouais, non, non, mais il faut s'y prendre 2 ans à l'avance, un an à l'avance. En fait, moi, ça, c'est un autre côté que j'ai, c'est que j'aime bien le tout de suite, moi. Moi, je n'aime pas, tu sais, où il faut demander 2 ans à l'avance, préparer un dossier. Ça, c'est un truc que j'ai jamais aimé, que j'aime pas du tout. Les, Ah, t'aimes le comedy club, quoi, le fait que du jour au lendemain ou pour la semaine moi, d'après, tiens, ouais. tu vas jouer. Moi, j'aime le tout de suite. C'est le mois prochain. Il y a une machin. J'aime pas le. Faut faire un dossier. Faut attendre la commission. Tu sais, pour avoir des subventions, même pour écrire un nouveau spectacle. Tu regardes parfois ça me flemme. Tu vois, j'ai pas le temps. J'ai pas l'énergie d'aller dans la paperasse, Hmm. de préparer tout ça et d'avoir une vision sur 4 ans. Enfin, j'aime pas ça. Moi, j'aime de. Ah, dans 2 mois, il y a une dispo. Tu veux jouer? Allez, vas-y. Tu vois? T'as fait aussi des trucs en entreprise, non? Des Ouais. interventions, essayer de Ouais, faire ouais. rire un peu sur ce côté-là. Ouais, l'entreprise, donc comme on connaît ce milieu, Karim souvent aussi, il fait des passes, tu vois, quand il peut pas, il parle de moi et moi aussi, dès que j'ai un truc, je parle de lui. En fait, c'est des trucs où, comme je sais que il a fait de l'entreprise et lui aussi, il sait que je connais ce milieu, donc du coup, c'est plus simple de leur donner ce qu'ils recherchent. Donc j'avais fait aussi des formations en impro dans les entreprises pour des managers, j'avais fait des trucs comme ça. Et jusqu'à maintenant, je fais des formations d'impro. Là, je fais dans un collège pour des jeunes. Ok. Et du coup, parfois, tu es contacté, c'est des réseaux, ils disent, ah, on t'a vu ici, on a vu que tu fais ça. Et les entreprises, ouais, c'est un truc que j'aime bien, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Les fins d'année, par exemple, là, j'en fais quelques-unes. Les bilans, les trucs comme ça. Et maintenant, ils programment de plus en plus des spectacles de stand-up, tu sais, des interventions de 10 minutes, 15 minutes. Et en fait, ça permet de dynamiser un peu la journée de conférence où c'est un peu que des conférenciers qui se succèdent. Donc, tu as un moment parfois de synthèse humoristique aussi qui permet de se rappeler de cette soirée de façon un peu plus positive, quoi. Ok, ouais, trop cool. Ça me met une question là, quand tu parlais de Karim, enfin,
on n'est pas là que pour parler de lui, mais il a fait le podcast et c'est intéressant qu'il il fait ses dates au Boui Boui, donc la Ouais, cave, comme il l'appelle à Lyon. Il a fait 50 dates là pour roder son spectacle. Toi, tu dis que tu écris des petits books, tu les joues un peu à droite à gauche, etc. Comment tu t'assures que ce que tu fais fait rire les gens et du coup, comment tu le raffines, tu vois parce que Karim, il a son process du coup bien calé et je pense d'autres humoristes aussi. ouais, Je dis ouais. pas que tu n'en as pas, mais j'ai l'impression voilà, que tu vas à droite, à gauche. Et donc, comment tu fais pour avoir quelque chose qui soit vraiment impactant et qui bouge presque plus, tu vois? Bah, par exemple, souvent, tu vois, dans les comedy clubs, c'est ce que tu vas faire. Dans un comedy club, tu vas tester. Donc, au début, tu vas tester une idée, tu vas tester une blague. Bon, là, par contre, parfois, il faut écrire la blague parce que tu peux pas juste arriver et tester l'idée. Donc tu as écrit, bah, j'écris la blague, ou en tout cas, je réfléchis à la blague, comment je vais la dire. Et tu testes sur scène, il n'y a pas mieux. Et sur scène, tu vois la réaction. Donc, parfois, il faut tester longtemps, il faut changer l'ordre, ce qu'il faut dire. Et au bout d'un moment, la blague commence à fonctionner. Et là, tu rajoutes la suite et ainsi de suite. Donc, au bout d'un moment, tu commences par, on va dire, une blague ou une idée qui va faire 30 secondes, une minute. Et après, ça va un peu grossir en fonction de l'idée jusqu'à devenir un numéro, par exemple, de 5 minutes. Et tu dis au bout d'un moment, c'est quoi pour toi? C'est 10 fois que tu as essayé, 15 fois, 20 fois? Non, ça dépend. Honnêtement, ça Il n'y a dépend peut-être pas de de. règle, mais Il n'y a pas de règle. à peu- Mais en gros, parfois, tu sais qu'une blague, elle a beaucoup de potentiel. Tu sais, par exemple, il y a des blagues, tu sais qu'il y a beaucoup de potentiel. Ça arrive pas peut-être au bon moment. Tu vois qu'il y a un truc qui cloche, mais tu vois que ça intéresse. Il y a un truc. Donc tu dis, OK, là, il faut retravailler, il y a quelque chose. Parfois, tu vois que la blague, elle fonctionne pas. Ça peut être très marrant dans ta tête. Tu l'as fait, tu as essayé de changer. Bah, ça prend pas. C'est trop. En fait, c'est pas clair ou ça marche pas. Ou tu vois. Et du coup, ça, t'abandonnes. Tu dis, voilà, ça, on enlève, ça marche pas. Et quand t'assures, c'est vraiment quand tu l'as fait plusieurs fois et que tu vois que ça marche, bon, là, c'est bon, c'est validé. En fait, l'humour, c'est pas très compliqué. Hein, c'est dans le sens où tu vois très bien, ça marche pas. C'est-à-dire que tu vas le voir. Les gens Hmm. rigolent ou ils rigolent pas. Après, il y a un contexte. Parfois, tu vas tester une blague, elle va pas marcher parce que c'est une soirée difficile, ou je sais pas, il y a beaucoup de bruit, je sais pas, tu l'as pas bien vendu. Donc il faut aussi se donner la chance et refaire plusieurs fois dans différents lieux, différentes façons. Et au bout d'un moment, si tu vois que l'idée elle marche jamais, c'est toujours, ou alors c'est faible, bah tu dis voilà, on abandonne. Ou tu vois que voilà, ça commence à prendre un peu mieux si si je l'amène comme ça. Parfois c'est juste une question de contexte. Hein. Parfois tu vas faire une blague, les gens vont pas comprendre ce que tu veux dire, mais derrière tu donnes un exemple, tu l'illustres, tu dis ah tiens bah maintenant c'est plus marrant. Ou t'expliques un peu avant, ou tu vois, vraiment il y a pas de formule magique, tu vois. On n'a jamais compris comment ça fonctionnait. Parfois, il y a des blagues, elles fonctionnent, tu sais même pas pourquoi. Alors que c'est pas logique. Tu dis, putain, c'est pas possible. Et elle marche. Et inversement, parfois, tu dis, cette blague, elle est incroyable sur papier. Tu l'as fait, pff, ça marche pas, quoi. Et ça, c'est un peu la magie aussi du stand-up. C'est que tu es obligé de tester et de voir sur place ce que ça donne. Ok, parfait. Merci pour ta réponse. Moi, j'ai encore quelques questions. Là, on arrive sur sur la fin, les 10-15 dernières Ouais. minutes. C'était quoi le plus dur pour toi dans ta carrière du coup d'humoriste et de comédien? Les choses les plus difficiles. Ah, bah, il y a tout, honnêtement, c'est pas pour faire. Honnêtement, tout est difficile parce que c'est un métier où au début, tu es content parce que tu vois, tu as un côté. Tu sais, c'est très intéressant d'aller sur scène, de faire tu sais, des blagues et tout. Mais c'est un métier très difficile parce que tu peux passer de l'euphorie à la déception. Faut être très solide. Il faut pas avoir un ego. Enfin, faut pas être très sensible, quoi, parce que parfois tu te prends des gifles, tu vois, que ce soit du public, des chaînes, des gens qui refusent tes projets. Tu es tout le temps en refus, tu vois. Euh, et ça, que tu sollicites ou pas. C'est-à-dire que par exemple, parfois, t'es pas invité quelque part parce qu'ils estiment que t'es pas marrant ou parce qu'ils s'intéressent pas à toi. Parfois, on te propose et ils disent non. Parfois, toi, tu y vas, on va te dire non.
Et du coup, c'est toujours ça. En fait, c'est toujours, il faut être habitué au non. Et en fait, c'est pas un non de, tu sais, je suis plombier, je fais un truc, je le répare pas bien. C'est vraiment non de toi. On n'aime pas toi. Tu vois, tu sais, le plombier, tu peux dire, j'aime pas ton travail. Et à la limite, il se dit, ouais, je m'en fous, allez, je. Hmm. Là, c'est vraiment, on n'aime pas toi, ce que tu nous proposes, parce que c'est un peu le don de soi. Tu vas monter sur scène, on va dire, on n'aime pas ta voix, on n'aime pas comment tu parles, on n'aime pas physiquement. Quand tu es comédien ou acteur ou machin, tu vas aller, on va dire, ah, j'aime pas. Et ouais, c'est vraiment toi, quoi. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Il faut avoir beaucoup de recul et tu sais, s'en foutre parce que tu sais, une fois, tu t'en fous, tu dis voilà, mais quand c'est tout le temps et que ça devient un peu ton métier, que c'est comme ça que tu gagnes ta vie, euh, c'est pour ça qu'il tu sais, il y a des artistes qui sont très connus et un jour tu découvres, tu sais, ils étaient tristes, malheureux, parce que même quand tu es connu, ça s'arrête pas parce que tu as d'autres projets du coup, tu vois. Hmm. Euh, je sais pas, je prends tu sais, Robin Williams ou Jim Carrey, tu découvres parfois ils avaient une grosse phase de dépression. Je te dis, mec, mais c'est le plus drôle, c'est le machin. Mais non, mais lui, il a d'autres projets où il a été refusé à côté d'un autre, tu vois. Et du coup, ça s'arrête jamais. C'est pas genre c'est bon, j'ai atteint un niveau et que maintenant tout se passe bien. Parce que tu sollicites toujours, tu sais, tu proposes quelque chose, il faut que ça soit marrant. Tu proposes quelque chose, il faut que ça soit accepté par les gens. Alors c'est pas j'ai envie d'être accepté par les gens, c'est pas ça. C'est j'ai envie que tu sais que ça soit marrant. Donc du coup, il faut que les gens rigolent. Et du coup, tu as toujours ça. Et les gens oublient, c'est un métier où on oublie très vite que tu as été marrant. Par exemple, tu fais un sketch, c'est très marrant, ok, c'est bon. Et après, tu pars dans un autre sketch, bah, il faut qu'il soit aussi marrant, Hmm. sinon t'es nul. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais, ça pardonne pas, ouais. ça pardonne pas et ça part de marrant à nul. Il n'y a pas de. C'est un métier où il faut savoir tout ça et du coup, il faut accepter ça et prendre avec une certaine légèreté pour survivre. Sinon, c'est très très compliqué. Donc, ça, c'est dur. Le fait que tu sois confronté à des, comme je t'ai dit, Covid, les gens qui t'appellent, en fait, c'est pas un métier où tu as un CDI, tu es tranquille. Tu vois, c'est toujours. Donc, tu es toujours en recherche, en quête de stabilité. Ça, c'est difficile. Et après, par contre, ce qui procure en liberté, tu peux dire ce que tu veux, c'est toi qui choisis. Ça aussi, c'est un kiff que t'as pas dans l'entreprise, par exemple. Hmm. Donc, tu vois, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'émotions et il faut gérer tout ça. Donc, c'est pour ça que quand je dis c'est tout le temps difficile, c'est par rapport à ça, quoi. Et c'est quoi ton point de vue sur les réseaux sociaux? On en parlait un peu tout à l'heure. Ouais. Tu dis avec les réseaux, il y en a de plus en plus, etc. C'est quoi ton point de vue? Ça te booste? Parce que toi, j'ai vu que tu en faisais pas mal ces derniers temps. Ouais, enfin, moi j'ai des phases où je vais me concentrer, je vais faire pas mal et après je vais avoir la flemme. Donc en fait, c'est une dictature des réseaux sociaux. Il faut suivre apparemment. Moi, je trouve que c'est très bien parfois pour la visibilité. C'est très bien pour garder contact avec un public qui se trouve à Montréal, par exemple, où tu peux pas aller, mais tu peux toujours entretenir quelque chose avec eux. Mais je trouve que c'est aussi, c'est devenu une, une, les gens, en fait, ils regardent des sketchs, mais ils se mettent pas dans un contexte de sketch. C'est-à-dire que comme il y en a beaucoup, maintenant les réseaux sociaux, c'est tout le temps, tu es tout le temps connecté, et ben parfois, tu n'es pas dans un mood de regarder un sketch, mais tu regardes parce que tu étais là en train de scroller. Et du coup, tu as beaucoup de gens qui lisent mal les choses et qui sont premier degré. C'est pour ça que tu as beaucoup de négativité dans les réseaux, parce que les gens n'ont pas ce contexte d'un spectacle. Dans un spectacle, tu te prépares psychologiquement, tu t'assois dans un siège, t'attends, il y a des lumières, et en fait, tout ça, Ouais. ça te conditionne à recevoir et à dire, ah tiens, c'est de l'humour. Mais quand tu es là, tu es en train de scroller, tu vois une vidéo sur le Moyen-Orient et un truc qui Ouais, te la saute, Palestine, boum, et après Warren Hichem. derrière, tu as un gars qui fait des blagues, tu es là, mais c'est de la merde, et il y a des gens qui meurent, et toi, en fait, parce que tu vois, il n'y a pas de contexte. Et il y a des gens qui prennent, tu fais un sketch sur les médecins, ils sont vénères, tu fais un sketch sur, je sais pas, les origines, les gens sont vénères, tu fais un sketch sur tout ce que tu veux, parce qu'ils n'ont pas le contexte. Ils sont dans un mode de premier degré, et je trouve que ça tue un peu l'humour, parce que
t'as pas envie de partager parfois parce que tu dis, voilà, si c'est pour avoir que des trucs négatifs. Alors, il y a des trucs positifs, hein, heureusement, mais malheureusement, les trucs négatifs, ça t'affecte plus, quoi. Hmm, ok, ok. Donc, en gros, pour Euh, résumer, pour moi, les réseaux, honnêtement, s'il n'y avait pas, ça serait mieux. Parce que, ah ouais? ce que ça apporte de positif reste très peu par rapport au négatif, tu vois, au stress de publier, de tout donner sur matos, de machin. Je trouve que s'il y avait une régulation des réseaux sociaux et on avait un accès très limité, je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde, tu vois. Que tu puisses pas tout le temps avoir accès au réseau, uploader ou downloader ou regarder, que ça soit très limité. Un peu comme avant, il y avait des émissions. En fait, tu as une émission, tu vas, tu la regardes et elle a un horaire précis. C'est pas je regarde tout le temps quand je veux, partout, quoi. Ouais, c'est intéressant. J'ai l'impression que du coup, j'avais une question pour toi sur un peu ta sagesse, quoi, ou sur tes leçons de vie après toutes ces années de carrière là-dedans. C'est quoi que tu retiens un peu de, je sais pas, comment on peut dire ça? Ouais, tes leçons, ta sagesse, Dans ce ta façon de métier-là, tu veux fonctionner dire? maintenant. Ouais, dans le métier d'humoriste, de comédien, j'ai l'impression que avant tu pensais certaines choses, maintenant tu penses différemment, quoi. Ouais, ben, enfin, à la fin, ça devient un métier comme un autre. Tu vois, au début, c'est quelque chose, une passion, tu as envie de faire tout le temps. Et au bout d'un moment, ça devient aussi un métier. Il faut le penser comme un métier aussi. C'est-à-dire il faut savoir s'arrêter quand il faut. Faut pas rester tout le temps connecté, tout le temps. Tu sais, c'est une passion, mais il faut l'aborder au bout d'un moment comme. Sinon, en fait, tu te retrouves aspiré par ça. Donc, il faut mettre un cadre pour dire, par exemple, voilà ce que je peux pas faire, voilà ce que je veux pas faire. Ça sert à rien d'essayer d'avoir tout. Et du Mais c'est coup, ça que j'entends, ouais. J'ai l'impression que tu es assez calé maintenant aujourd'hui, tu vois, sur le fait que ça j'aime pas. ouais, 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 ok, je suis flemmard un peu, j'aime les trucs de dernière minute, tu vois, tu es assez sage sur qui tu es, sur ta ouais, connaissance ouais. de soi. Et c'est assez, enfin, je trouve ça inspirant de se dire, ok, bah, moi je suis Warren Nichen, je suis comme ça, tu vois, et c'est comme ça que je me sens bien au final. C'est ce que j'entends, tu vois. Ben moi, honnêtement, c'est ce que aujourd'hui, en fait, j'ai compris que, par exemple, quand tu es solo, tu as une certaine limite. C'est-à-dire que je peux pas faire des grandes salles et machin. Et en vrai, je me dis, j'ai appris à me dire, bah écoute, si tu arrives déjà à en vivre, si tu arrives déjà à avoir un public et jouer dans des petites salles, de voyager, de gagner ta vie, déjà pour moi, c'est incroyable. Honnêtement, des fois, à la fin de l'année, je me dis, tiens, j'ai fait tout ça. Tu sais, tu es en solo, t'as pas de. Mais je me dis aussi, parfois, j'ai eu des projets, tu as travaillé dans des projets, j'ai travaillé dans des projets où c'était des trucs gros et tu vois toutes les contraintes, toute la pression et tu dis putain, mais je sais même pas si je pourrais, tu vois, supporter cette pression-là. Et après, je sais pas, faudra tester, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut se dire ce que tu as, essaie de le savourer et voir les côtés positifs que tu as dedans. Et franchement, tu vis ta meilleure life parce que c'est un métier qui te met toujours en comparaison avec les autres, avec où est-ce que tu en es, est-ce que tu avances, est-ce qu'il faut faire ceci, cela. Et parfois, tu te dis, mec, pourquoi? C'est-à-dire, ok, j'ai fait une très grande salle et après? Est-ce que, ok, j'ai capté mon spectacle. Ben là, récemment, par exemple, c'était une obsession de capter son spectacle et de le mettre. Et moi, j'avais cette obsession-là de dire, il faut que je le capte, faut que je le mette dans les réseaux, faut que je le mette dans une plateforme. Et honnêtement, sincèrement, après, je me suis dit, mais pourquoi faire? Tu sais, quand je vois certains spectacles qui ont mal vieilli, tu dis heureusement j'ai pas posté certaines choses parce que le monde change tellement rapidement, les gens ne comprennent plus les choses et ils mettent plus tu sais, les sketchs dans leur contexte et du coup parfois tu dis bah, peut-être que le spectacle vivant n'est pas fait pour être capté, c'est fait pour être vu sur place, parfois quelques extraits et encore, tu vois. Donc il y a toute une réflexion là-dessus où je me dis parfois on nous impose parce que dans la carrière il faut faire ceci, il faut faire cela, mais tu te dis pourquoi, tu vois, si tu arrives à en vivre et que tu fais ton métier, que tu es libre, pour moi c'est la meilleure des choses, hein, en vrai. Ok. Bah, c'est très sage, c'est bien ce que j'avais compris. On arrive sur les dernières questions, celles que je pose un peu à tout le monde. Comment tu te réinventes et progresses?
justement, dans ton art ou dans justement ta personnalité? Tu lis, tu regardes d'autres choses, tu vas au musée, je sais pas. Comment tu Bah, fais? moi, j'aime beaucoup l'humour déjà. C'est-à-dire que c'est un vrai truc. C'est que je suis un fan. C'est pas, je fais pas ce métier pour. Il y a des gens qui font ce métier pour passer à autre chose, faire du cinéma, je sais pas. Moi, j'aimerais bien faire le cinéma aussi, mais en gros, je suis un grand fan d'humour. C'est-à-dire que quand je vois une blague, quand je vois un sketch qui est marrant, ça vraiment, ça me fait plaisir. Tu sais, c'est comme comme quelqu'un qui aime le basket, qui regarde du basket. Tu sais, c'est un plaisir de regarder un bon sketch. Du coup, la motivation, c'est toujours de trouver quelque chose de nouveau qui serait marrant. Tu vois? Genre, qu'est-ce qui est marrant, qu'est-ce qui est intéressant à faire. L'actu m'intéresse beaucoup. Du coup, je lis beaucoup, tu vois, je regarde ce qui se passe un peu dans le monde. Je regarde des spectacles aussi, quand il y a un spectacle, quand j'ai le temps, sur Netflix. Donc en fait, je m'alimente de ça, de voir un peu ce qui se fait. Et, euh, et après, oui, les sorties. Moi, j'aime bien les relations humaines. J'aime beaucoup les cultures, le fait de voyager, de voir les différences, les ressemblances entre différentes cultures. Donc ça aussi, beaucoup, ça m'inspire. En fait, quand je voyage, j'analyse un peu les choses. C'est quoi les problématiques de ce pays? Par exemple, au Canada, à Montréal, il y avait le côté francophone, la langue, c'est très important. Ils défendent la langue. Et au début, tu peux dire, ah, je comprends pas, tu sais, pourquoi. Mais après, quand tu commences à comprendre un peu la culture, ben, tu vois que c'est la survie de l'identité qui est en jeu et que c'est très important pour eux. Et en fait, ça te permet juste de mettre un contexte sur les tensions qu'il y a ou peut-être les problématiques. Et du coup, quand tu les abordes avec beaucoup plus de respect que De juste je vais sensibilité, ouais. ouais tu sais, je me fous de vous. Enfin, c'est jamais ça en tout cas moi, c'est toujours essayer de trouver ce qui est pas logique ou ce qui est marrant, mais en même temps de comprendre d'où vient tu sais, les La culture. réactions, ouais, et la culture. Donc ça, c'est un truc voilà, qui alimente un peu mes spectacles et tu sais, mes nouveaux projets. C'est toujours rechercher un truc qui serait marrant et qui serait aussi intéressant à comprendre. Ok. J'ai une petite question annexe. J'ai vu que tu avais écrit sur ton LinkedIn que tu étais auteur pour la série LOL qui ressort. Ouais. C'est quoi d'être auteur pour LOL qui ressort? Parce que il y a de l'impro à l'intérieur ou justement il y a des sketchs préparés, enfin des sketchs ou des blagues préparées pour aider justement les humoristes ou les comédiens présents à préparer leurs interventions. Ouais, bah Pour ceux ça qui par n'ont pas exemple. vu, c'est sur Amazon Prime. C'est une série où tu as combien? Ils sont 8 ou 10 dans la pièce Ouais, où ils ouais, doivent oui. pas se faire rire, enfin, si se faire rire pour faire sortir les autres Ouais. les deux derniers gagnent. Ouais. Enfin, Bah sont en en fait, finale. ça typiquement, c'est un projet où j'ai été contacté pour en gros remplacer quelqu'un. Et du coup, voilà, j'ai pas postulé, mais en tout cas, il m'avait dit, voilà, on cherche un auteur. Et au début, moi aussi, je savais pas ce que je devais faire, tu vois, parce que c'est un concept que je connaissais, mais je connaissais pas les détails. Mais en gros, après, les auteurs, en fait, c'est une pool d'auteurs qui écrivent, par exemple, des sketchs, mais pas sketchs, mais en tout cas, qui créent des situations marrantes. Par exemple, les jeux que Mhm. tu vois, quand il y a quelque chose qui se passe dans la salle, souvent, c'est des auteurs qui ont pensé à ça. Par exemple, dans une des saisons, c'était un corbeau qui disait des phrases. Donc, il fallait écrire ces phrases-là, des phrases marrantes. Les cartes Joker. Les cartes Joker, parfois, donc il y a des humoristes qui écrivent leurs propres cartes Joker avec leurs auteurs, mais parfois, tu dois leur proposer une carte Joker. Donc, c'est toi qui penses à la carte Joker. Tu dis, voilà, faudrait faire ça comme sketch pour faire rire l'ensemble. Donc il y a tout ça, il y a aussi tu sais, ce qu'ils appellent les cartouches, c'est qu'à un moment donné, par exemple, il y a un des participants qui va ramener un objet pour essayer de Mhm. faire rire les autres, bah, pensez à ces objets-là. Donc il y a d'idées à proposer, des jeux, tu vois, les jeux d'imitation, les jeux de cartes, de rôle, de machin, tout ça, c'est les auteurs qui proposent ça.
Après, il y a des artistes qui viennent avec leurs propres idées parce que eux, tu sais, ils ont pensé à comment faire rire un tel ou un tel. Mhm. Mais en tout cas, toi, tu dois préparer plein de choses parce qu'en fait, c'est un jeu où ils sont là pendant plusieurs heures et parfois, tu sais, ils sont à court. Et du coup, là, ils disent, tiens, viens, on va leur lancer ça. Viens leur lancer ce défi-là. Viens, on va. Et si on faisait. Tu vois, et du coup, il faut que tu aies tu sais, une pile de choses qui soient Ouais. déjà prêtes. Donc voilà, c'était ça en gros. C'était une expérience très intéressante à vivre, mais très intense parce que c'est Amazon, c'est des grosses boîtes, c'est 40 000 écrans. T'es perdu dans ça. Moi, je connaissais pas. C'est un milieu où, tu vois, c'est la télé, quoi. Enfin, c'est hyper speed. Il faut des idées tout de suite, rapidement. Mais c'était intéressant, en tout cas, à voir et voir comment ça fonctionne, quoi. Ok, non, très très bien. On est sur la fin et ça fait une belle transition. Donc là, voilà, tu as fait LOL qui ressort et pas mal de projets. C'est quoi le futur Wari? Où est-ce qu'il va? De quoi il rêve? Bah, Ouverture sur le futur. enfin, sur le futur, bah, c'est toujours continuer les spectacles. Moi, j'ai écrit quelques projets que j'aimerais bien faire aboutir en production pour la télé. Donc c'est ça, c'est l'écriture de séries, de projets comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça, un peu l'objectif de cette année, c'est d'arriver un peu plus tu sais, vers la télé parce que je trouvais que c'était très intéressant. Je trouve ça très intéressant de commencer à écrire quelque chose comme ça dans ta tête. Tu imagines une situation, tu imagines une scène et de la voir se concrétiser après, de voir des acteurs jouer ce que tu avais écrit. Je trouve ça très. Et ça rejoint un peu le côté réalisateur que j'avais fait. C'est à Montréal, c'est que tu pars d'une idée sur une feuille blanche, tu écris quelque chose, tu penses à quelque chose, et un jour, tu as t'as des auditions, et la première fois que j'ai fait des auditions pour lire des textes que j'avais écrits, c'est toujours bizarre de se dire, tiens, tu sais, c'est une phrase que comme ça, tu as écrit, et il y a des gens qui jouent ça, et un jour c'est filmé, et après c'est capté, après ça va dans... C'est vraiment très intéressant, et donc ça, j'aimerais faire plus, et je suis en train d'écrire ouais, des trucs que j'espère un jour pouvoir présenter. Ok, bon, bah très cool. Merci à toi pour ce temps. C'était très Ben, intéressant de voir un petit peu ton parcours de merci, nomade. merci. On te retrouve sur scène le 5 février à Paris, c'est ça? Là, on est début janvier 2024 à l'heure où on enregistre, pour ceux qui vont Ouais, nous écouter dans les prochaines semaines. c'est 5 février, date exceptionnelle, 4x4, un nouveau concept, 4 langues, voilà, 4 publics dans la même salle. C'est un truc voilà, qui me tient à cœur. J'aimerais bien voir ce que ça donne à Paris. On l'a fait à Genève. C'était vraiment très cool. Et ça rejoint un peu la synthèse de ce que je disais, de nomade, de culture. Là, j'avais vraiment vu différentes cultures rire à des blagues ensemble. Voilà, ça c'est un peu, c'est vraiment la synthèse de ce spectacle Nomade 2.0. Voilà, donc ça c'est le prochain, là tout de suite, spectacle qui arrive. Et après ça, il y a un nouveau spectacle en rodage qui va arriver pour 2024, fin 2024. Et je le fais pas à la Karim Duval, il n'est pas encore écrit, ça va être écrit au fur et à mesure. Il y a les idées, la structure, mais après ça va être voilà, dans les comédie clubs. Et j'espère à la fin de l'année, il sera prêt en salle, quoi. Ok, très cool, ben, on viendra voir ça. Merci à toi, Wari, Voilà, passe merci une bonne beaucoup. journée. À toi aussi Et, et merci pour l'invitation. et de rien, bon courage pour l'écriture de tout ça. Merci, ciao ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisirs, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello, he2lo, @cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.